Bonjour Jean-Michel Degène, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Nous t'avions invité il y a 10 ans au Mercredi de la Nare et tu avais donné à Royaliste un entretien qui s'appelait Problématique pénitentiaire et que nos lecteurs pourront retrouver dans le numéro 1080 de notre journal. Tu avais évoqué l'histoire de la politique pénitentiaire et fait un point très détaillé sur la situation. Alors, je vais te demander eh bien, de reprendre la réflexion que nous avions eue il y a 10 ans. Je t'en prie. Très bien. Eh bien, merci. Merci Bertrand pour ton invitation. En effet, cela me permet, le fait d'être déjà venu et il y a 10 ans, de présenter les choses du coup de manière évolutive et comparative. Alors déjà, je vais préciser dès le départ qu'il ne va pas s'agir d'un exposé philosophique hein, sur la pertinence de la prison ou le sens de la peine, hein, bien que ce soit des questions passionnantes et qui, j'en suis sûr, intéressent les lecteurs de royalistes. Mais voilà, ce sont des questions qui, je disais, sont intellectuellement très stimulantes, mais sont souvent, en tout cas à ce jour, un peu sans issue d'un point de vue pratique. Donc, je vais faire une présentation qui sera plus pragmatique, en fait, hein, de la situation. Néanmoins, pour les personnes que ça intéresse, je peux citer deux ouvrages assez récents sur ces questions. Donc, un qui est sorti aux éditions Lux en mai 2024 qui s'appelle Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal de Guénola Ricordo, Joël Charbit et Shane Morris. Et puis également un livre qui est sorti en janvier 2025 chez Flammarion, Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal, donc de Geoffroy de Laganerie. À propos de ces débats, on peut aussi rappeler quand même que depuis ces 10 ans, là, des dernières années, euh, donc dans ce champ de l'action publique, du débat politique et également du savoir, il y a eu la disparition de grands noms quand même, hein, des avocats hein, comme Henri Leclerc, Robert Badinter, ou Thierry Lévy, le philosophe Ruven Augienne, effectivement, enfin également. Voilà, on a aussi la retraite de Pierre-Victor Tournier, qui est un démographe, mais qui animait un séminaire parisien, une infolettre qui s'appelait Arpenter le champ pénal, qui a été très riche en termes de statistiques et également qui recensait les travaux sur la prison en France et à l'étranger. Et donc, voilà, toutes ces disparitions ou ces pages tournées font que effectivement nous avons un peu perdu en richesse, je pense, à la fois d'informations et de débats et d'investissements sur ces questions au cours des 10 dernières années. Il subsiste encore le groupe multiprofessionnel des prisons qui a été créé par Michel Foucault en 1973 et qui est animé par Antoine Lazarus tous les premiers mardis du mois. Et il y en avait un d'ailleurs hier hein, qui concernait les structures d'accompagnement à la sortie, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc moi, je voudrais surtout apporter quelques informations, hein, peut-être sur 3 points, alors, en 3 temps. Hein. D'abord, le dispositif pénitentiaire existant aujourd'hui, ensuite les principales évolutions justement des 10 dernières années, et puis les enjeux très actuels auxquels le système pénitentiaire français est actuellement confronté. Sur le dispositif pénitentiaire, alors au préalable, je peux rappeler donc l'administration pénitentiaire est une administration du ministère de la Justice auquel elle a été rattachée en 1911. Elle est l'une des 5 directions de ce ministère. Bon, je le précise parce que souvent, et de façon assez compréhensible d'ailleurs, c'est vrai que l'administration pénitentiaire a tendance, dans l'esprit de beaucoup de gens, à être une direction du ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas le cas, c'est bien une direction du ministère de la Justice. Je rappelle aussi que les surveillants pénitentiaires ne sont pas armés, sauf dans le cas de certaines missions sur lesquelles je reviendrai euh, également, et qu'il y a aujourd'hui 44 000 personnels pénitentiaires,
Je pense que c'est 10 000 de plus qu'il y a 10 ans, hein. C'était une administration en très forte expansion numérique, qui a vu également ses budgets augmenter de façon, mais en net, de façon ininterrompue depuis une vingtaine d'années. C'est quand même assez rare également. Et donc, sur ces 44 000 personnels, il y a 31 000 personnels de surveillance et 5 000 personnels d'insertion et de probation, les autres étant des personnels administratifs, techniques ou de direction également. Il y a un certain nombre de psychologues. Et je n'ai pas eu de détail des chiffres, que j'ai un peu de mal à trouver cette fois-ci, mais il n'est pas impossible que les aumôniers soient inclus dans les personnels, puisque nous sommes sous un régime un peu concordataire dans les prisons, puisque les aumôniers y ont un libre accès et ils ont même un privilège extraordinaire qui est celui d'avoir les clés des cellules, donc ils peuvent rendre visite aux détenus dans les cellules, ce qui n'est permis d'habitude, enfin, sinon qu'au personnel strictement pénitentiaire soumis au statut spécial de cette administration. Statut spécial qui notamment comprend l'interdiction du droit de grève, voilà, pour les personnels pénitentiaires. Alors, cette administration pénitentiaire, aujourd'hui, elle est composée de 186 établissements sur le territoire. Il y a également 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, je vais dire, la pénitentiaire, elle marche sur deux jambes, on va dire. Donc, le plus visible, le plus connu, ce sont les prisons. Et puis, un peu moins connu et visible, ce sont ce qu'on appelle les SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui ont, bon, encore sur la métaphore de la jambe, qui ont un pied dans les prisons, puisqu'ils préparent les aménagements de peine et les sorties de détention. Et puis également à l'extérieur, puisqu'ils assurent l'exécution des peines en milieu ouvert. Et on reviendra un peu là-dessus parce que c'est également justement une reconnaissance. Les 10 dernières années ont vu une reconnaissance accrue de ce qu'on appelle le milieu ouvert de la pénitentiaire, une augmentation assez nette de ses moyens. Parce que s'il y a aujourd'hui 81 000 détenus, je crois, donc ce qui était un record, hein, absolu, il y a, il y a également 180 000 personnes qui sont suivies à l'extérieur par la pénitentiaire. Donc, en fait, il y a plus de gens suivis par un pénitentiaire en étant libres qu'en étant en détention et privés de liberté. Donc ça, ce sont pour pour les proportions. Également, la pénitentiaire dispose d'une école de formation unique, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, qui est à Agen et qui forme l'ensemble de ses personnels, hein, du surveillant jusqu'au directeur, ce qui est également un cas de figure assez rare dans les administrations, qui souvent ont tendance à faire des écoles par catégorie de la fonction publique ou par type de métier. Mais là, c'est une école qui cherche un peu à faire une culture commune, on va dire, voilà, pour que les gens après se connaissent mieux et essayent de travailler plus en synergie dans les établissements, en dépit des différences statutaires et hiérarchiques. C'est une école qui est un peu en surchauffe puisqu'il y a eu effectivement des recrutements très importants au cours des dernières années. Et donc, cette école aussi s'est accrue avec des bâtiments supplémentaires. Il a fallu également recruter plus de personnel pour intervenir et faire des cours. Bon, c'est une école en grand développement. Et puis sinon, il y a bien sûr une administration centrale, il y a 10 directions interrégionales, il y a ce qu'on appelle l'établissement public de santé national de Fresnes, c'est la prison, c'est l'hôpital prison en fait, qui est donc unique en France et où l'on transfère les détenus de toute la France qui s'annoncent, enfin qui vont subir une hospitalisation longue, voilà, puisque c'est donc un hôpital prison qui est sous double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Justice. Et il y a également, ça fait partie des nouveautés, une agence du travail de l'intérêt général et de l'insertion professionnelle, donc une agence, et un service national du renseignement pénitentiaire, qui est aussi une création qui en était assez, j'allais dire,
en voie de gestation quand on s'était vu il y a 10 ans et qui est maintenant est pleinement établi avec, je crois, 1 millier de personnels pénitentiaires qui en relèvent et qui ont donc une hiérarchie propre et parallèle, bien qu'ils soient dans les divers services, et qui est dans le second cercle du renseignement, hein, dans la famille du renseignement en France, et qui maintenant est établi après des débuts un peu, bien sûr, difficiles, puisque c'est un milieu, effectivement, où la méfiance est quand même de règle et où également il y a parfois des logiques un petit peu de prestige et où la pénitentiaire, quand elle est arrivée, faisait un peu roturière, on va dire, et un peu amateur. Voilà, mais elle a quand même fini par maintenant acquérir une légitimité dans cette famille du renseignement. Donc les prisons en France, elles sont divisées en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les maisons d'arrêt et ce qu'on appelle les établissements pour peine. Alors, les maisons d'arrêt, ce sont les établissements les plus nombreux. Ce sont ceux dans lesquels sont placées les personnes qui sont arrêtées et envoyées en détention. Donc, c'est un mandat de dépôt d'un juge, soit condamnation en comparution immédiate, soit dans le cadre d'une instruction judiciaire. Et donc, il n'y a pas, elles reçoivent, elles accueillent, un peu dans la novlangue administrative, voilà, elles accueillent en fait tout le monde, voilà, sans distinction, j'allais dire, d'âge, de race, de religion, de sexe ou autre, euh, et donc sans limitation de nombre. Et ce sont toutes les personnes qui sont en attente de jugement, mais de jugement définitif. Donc, il faut bien comprendre que une fois que la personne est jugée, il peut y avoir un appel, soit fait par elle, soit fait par le parquet, jamais par les victimes ou la partie civile, hein, qui n'ont pas cette faculté en France. Et à partir de là, donc le détenu qui était donc prévenu est condamné pendant le court délai d'appel, qui est de 10 jours, et s'il y a un appel, il redevient prévenu, il est appelant. Et donc on attend un arrêt de cour d'appel et qui lui aussi peut être contesté soit par le ministère public, soit par la personne donc ayant pourvoi en cassation. Donc ceci peut prendre des années en fonction et de la complexité éventuellement de l'instruction, mais également de la surcharge des juridictions judiciaires. Et ceci explique que dans les maisons d'arrêt, il y ait la surpopulation, puisque c'est là qu'elle est concentrée, puisque donc les gens attendent assez longtemps d'avoir ensuite quand ils sont condamnés définitifs, pour un reliquat supérieur à 2 ans, parce que ceux qui ont un reliquat inférieur à 2 ans restent aussi dans les maisons d'arrêt, eh bien, ils vont dans un établissement pour peine. Alors donc, ça signifie que la peine définitive, elle est prononcée. Et et c'est là qu'on peut faire un petit retour historique, parce que la prison pour peine, c'est une innovation révolutionnaire, hein, de la Révolution française, puisqu'avant, on pouvait être en effet détenu un peu. Alors évidemment, il y a le plus connu, c'est la lettre de cachet, voilà, c'est la Bastille, mais bon, ça reste plutôt vraiment, c'est dans l'imagerie, et c'est un peu quasiment une iconographie, une mythologie, mais il y avait des prisons un peu partout, même des prisons, j'allais dire privées, hein, puisqu'on mettait les gens là en attente de jugement, on mettait des gens qui avaient des dettes. Un père pouvait aussi finalement emprisonner, séquestrer son fils pour mauvais comportement ou autre. Bon, en attendant qu'une décision soit prise, mais la privation de liberté n'était pas la peine en fait. Et c'est la Révolution française qui l'a amené. Donc la privation, la sanction, c'était tous les châtiments corporels, voilà, le fouet, la roue, et donc la Révolution française avec euh, la prison pour peine, la punition, privation de liberté est apparue comme un, un moment important de la modernité et de l'humanisme, en fait, puisque c'était une peine plus douce. Voilà.
Bien sûr, donc c'est resté en coexistence avec la peine capitale, donc jusqu'en 1981, mais c'était la fin, en tout cas, des châtiments corporels. Donc, nous avons ces établissements pour peine où les gens donc, purgent leur peine, qui est une privation de liberté à plus ou moins longue durée. Et là, il y a plusieurs catégories, puisque maintenant, il y en a 5 des catégories. Donc, le système s'est beaucoup diversifié, on va dire, depuis d'abord 1958, puisqu'avant, c'était les maisons centrales. Voilà. On mettait tous les condamnés à des peines un peu conséquentes en durée. En 1958, il y a eu la semi-liberté qui est arrivée, qui est quand même aussi un changement très très important. Donc, les personnes détenues sortent en journée pour travailler, pour se soigner, pour se former, et viennent dormir la nuit à l'établissement pénitentiaire. Donc ça, c'est une innovation importante. Ça concerne soit des courtes peines, soit vraiment des fins de longue peine qui sont justement aménagées et préparées avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Mais en 1975, il y a eu les centres de détention qui sont aujourd'hui les établissements les plus nombreux pour accueillir les condamnés. Alors les centres de détention, ce sont des établissements, on va dire, pour les détenus à pronostic favorable de réinsertion, on va dire. Les maisons centrales demeurant les prisons pour les détenus dangereux et difficiles, donc les établissements les plus sécuritaires. Les centres de détention, c'est donc déjà pour les autres profils. C'était 1975, c'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, quand on entend l'actuel garde des Sceaux, monsieur Darmanin, dire et nous allons changer de paradigme parce que maintenant nous n'allons plus mettre les détenus dans des prisons en fonction de leur quantum de peine, mais de leur dangerosité, c'est quand même déjà en fait ce que nous avons commencé à faire depuis 1975. Voilà. Donc, bon, euh, voilà. Mais bon, on peut lui pardonner. Hein, il n'est là que depuis un mois et demi ou 2 mois. On n'y a pas forcément encore tout bien raconté ou bien expliqué. Mais donc, le critère de dangerosité ou d'aptitude à ce qu'on appelle la réinsertion était déjà quand même pris en compte depuis le milieu des années 70, donc Giscard d'Estaing et Hélène Dorlac, voilà, qui était secrétaire d'État à la condition pénitentiaire. Donc, ils ont mis cela en place. Et il y a eu aussi, à cette époque aussi, on a mis en place les fameux QHS, donc les quartiers de haute sécurité, qui en fait étaient juridiquement des QSR, les quartiers de sécurité renforcés, mais le terme QHS est resté dans l'histoire. Hein. Donc des régimes très durs d'isolement et de détention, et qui ont été appelés le prix du libéralisme par Jean-Luc Anhuet, qui était à l'époque le garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'en fait, pour compenser cette grande innovation incompréhensible, difficile à comprendre, qu'étaient les centres de détention dans lesquels quand même les détenus circulent librement dans la journée, ils ont la clé de leur cellule. Voilà, donc la cellule est ouverte le matin à 7h30, elle est refermée à midi pour le repas, elle est rouverte vers 13h30 ou 14h, et donc jusqu'à 18h, ils vont eux-mêmes à leurs activités diverses qui sont mises en place dans les prisons. Et puis, il y a plein d'activités qu'on ne trouvait pas forcément en maison centrale, où c'était surtout le travail, voilà, la pénitence et la rédemption par le travail, alors que les centres de détention sont quand même des établissements qui ont commencé à permettre la venue de nombreuses institutions extérieures, comme l'ANPE, des centres de formation, des acteurs culturels. Voilà. Et donc, c'était un peu, ça choquait une partie de l'opinion, également de la majorité politique, en fait, hein, de Giscard d'Estaing. Et donc, il y a eu les QHS, QSR, donc, qui ont été mis très en avant aussi en termes de discours politique, pour dire que non, évidemment, on n'est pas laxiste, hein, on est quand même des gens très fermes, et on mettra donc les détenus dans le régime les plus difficiles, dans le régime répressif qu'ils méritent. Alors aujourd'hui, on a un peu, j'allais dire, un peu l'inverse, puisque les grandes annonces du ministre, elles sont
Et du coup, j'en disais un peu sur les enjeux, sur justement les narcoprisons, on va dire, là, avec un régime qui ressemble vraiment beaucoup au régime QHS et QSR d'il y a 50 ans. Mais dans le même temps, le ministre nous dit que, bien sûr, plein de détenus, aujourd'hui, finalement, sont dans des conditions qui ne sont pas très bonnes, en maison d'arrêt, alors qu'ils ne sont pas des dangers publics, et que donc on va augmenter considérablement le nombre de places de semi-liberté, voilà, qui serait donc la compensation ou le prix, non pas du libéralisme comme il y a 50 ans, mais on va dire du répressif, qui est annoncé par ailleurs, et qui veut être la marque de fabrique quand même du nouveau ministre. Donc, grand plan de semi-liberté et grand projet de prison à régime extrêmement dur et notamment centré sur l'isolement, hein, un très grand isolement, très peu de contact avec l'extérieur, beaucoup de contrôles, beaucoup de fouilles de prison, de fouilles sur les personnes, voilà, et une architecture encore un peu plus carcérale, éventuellement oppressante. C'est quand même le projet. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il me semble que le ministre a annoncé, mais je ne sais pas quel était l'établissement qu'il avait choisi finalement pour être sa première narco-prison, entre guillemets. Voilà, c'est a priori assurément une des maisons centrales, donc l'établissement sécuritaire qui existe. Il y en a 9 en France, dont 2 qui sont quand même plutôt des centres de détention, même 3, voilà, et il y en a quand même 6 autres qui ont un certain haut niveau de sécurité, dont les 2 dernières, qui sont donc à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, et a priori, ce sont une de ces 2 prisons qui seront choisies pour ben, c'est effectivement et objectivement très dangereux, hein, trafiquant de drogue. Donc, maison centrale, centre de détention, centre de semi-liberté et deux nouveaux établissements pour peine qui sont sortis au cours des 5 dernières années. D'abord, les structures d'accompagnement à la sortie, qui sont des établissements à détention légère, on va dire, à condition de détention assez légère, du bâti, on va dire, assez classique, avec encellulement individuel ou à deux, mais ça peut monter jusqu'à quatre, avec repas en commun s'ils veulent le faire, puisque, alors, je précise qu'en France, à la différence de ce qu'on voit notamment dans toute la filmographie américaine, il n'y a pas de réfectoire, hein. C'est-à-dire que les détenus ne mangent pas dans des réfectoires, hein, ils mangent dans leurs cellules, hein. Donc voilà, il ne peut pas y avoir ces regroupements avec tout à coup ces bagarres dantesques que l'on voit dans un certain nombre de feuilletons américains ou de films. Voilà. Mais il faudrait donc y en avoir dans les structures d'accompagnement à la sortie qui s'adressent à des détenus un peu fragiles, qui n'ont pas tellement, qui n'ont pas assez de réseau de capital social ou voilà, de réseau pour bien préparer une sortie. Voilà, pas de promesse d'embauche, certains pas d'hébergement, mais dont on sent qu'il y a quand même une volonté de se réinsérer, et on essaie du coup de les sortir à la fois des conditions difficiles des établissements dans lesquels ils se trouvent, parce que c'est souvent en maison d'arrêt, et puis on essaye également du coup de leur apporter beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'intervenants, mais pas mal l'accent sur de la communication non violente, mais également beaucoup d'intervenants de formation professionnelle qui viennent, et puis également de lutte contre les addictions, hein, donc des personnels de santé euh, qui, euh, qui interviennent pour réussir cet accompagnement à la sortie. Il y a 1800 places à ce jour, pas toutes remplies, mais tout de même, donc réparties en 15 établissements, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est un nouveau type d'établissement sur le territoire, dont l'évaluation n'était pas prévue ab initio et donc qui n'est toujours pas faite. Je veux dire, en allant vraiment de façon analytique, hein, on peut avoir des chiffres et dire qu'il y a un certain taux de récidive qui est quand même plus faible qu'en sortie normale de maison d'arrêt. Mais
donc se mettent en place de façon un peu locale là des modes d'évaluation avec des contrats avec des universités, des sociologues. Voilà, ça se met en place à Avignon, par exemple, pour essayer d'avoir quand même un retour de ces quasiment 5 années maintenant de fonctionnement. Euh, et là aussi, elles ont été un petit peu sensibles au courant politique et au vent politique, puisqu'au début, c'était des structures donc assez classiques en fait de l'hébergement collectif, avec des zones justement un peu communes, voilà, euh, pour faire une vie un petit peu collective à l'intérieur et avoir plusieurs endroits pour des activités. Et puis, donc, c'était le projet de Madame Belloubet. Et puis, quand Éric Dupond-Moretti est arrivé, il a trouvé que c'était quand même un petit peu léger et pour l'opinion publique, pas très compréhensible, parce que c'est quand même normalement des prisons. Et donc, il a fait mettre des barreaux aux fenêtres, parce qu'il n'y en avait pas dans ces structures initialement. Et sachant que presque toutes ces SAS, n'est-ce pas, étaient terminées, ça a été des ajouts qui ont été en termes de finances publiques, bien sûr, une mauvaise affaire. Mais voilà, on voyait quand même un message de fermeté bon, dont nous, personnels pénitentiaires, doutons de la réelle efficacité. Mais bon, enfin voilà, comme souvent, hein, ça c'est une décision politique qui s'est imposée à nous. Et puis, il y a également 3 inserts, alors que je connais un peu moins parce qu'elles sont beaucoup plus récentes, puisqu'elles ont à peine 2 ans, qui sont des structures expérimentales, donc de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi. Voilà, donc des 3 structures qui accueillent, je crois, chacune 120 détenus également, mais eux qui sont pour le coup des gens qui ont quasiment tous trouvé un emploi, mais ils sont pas encore, on va dire, stabilisés sur un certain nombre de problèmes, notamment l'impulsivité, le rapport à la violence ou quelques addictions. Donc, on les suit de près, mais ce sont des gens qui ont un contrat de travail dans leur très grande majorité. Et donc, en fait, on est quasiment sur un système un peu de semi-liberté, mais avec des gens qui ont déjà un emploi, puisqu'on est vraiment sur cette insertion par l'emploi qui est attendue. Donc, voilà comment le dispositif s'est diversifié au cours de ces dernières années. Je reviens aussi un peu sur l'existence de 2 modes de gestion des prisons en France. La gestion entièrement publique, on va dire, et la gestion donc, où l'État assume l'ensemble des fonctions qui concourent à la vie de l'établissement, et une gestion semi-privée, qu'on appelle gestion déléguée, à des entreprises qui assurent à l'intérieur ce qu'on appelle l'hôtellerie, donc la restauration, la literie, voilà, également l'emploi à l'intérieur de l'établissement. Ce sont eux du coup qui forment et rémunèrent les détenus qu'on appelle du service général, donc tous ceux qui contribuent au nettoyage de la prison, à la confection des repas notamment, et également qui accompagnent les équipes de maintenance, puisque donc ils sont aussi en charge de la maintenance, du transport, du travail des détenus et plus de la formation professionnelle, puisque ça a vraiment été repris par les régions. Mais donc, ils assument toutes ces tâches en contrepartie d'un prix de journée qui est fixé par l'État. Ce sont des gros marchés publics avec des lots de plusieurs prisons. Ça existe depuis 1987, hein, c'est le gouvernement Chirac de cohabitation qui l'a mis en place. C'était Albin Chalandon qui était le ministre de la Justice. Et il y avait une très forte inspiration de ce qui se faisait dans ce domaine comme dans d'autres, hein, au Royaume-Uni thatchérien et aux États-Unis reaganien. Euh, ils avaient voulu aller assez loin d'ailleurs, et le Conseil constitutionnel a annulé un certain nombre de dispositions de la loi de délégation donc, au privé. C'est un programme, ce qu'on appelait le programme 13 000, hein, donc 13 000 nouvelles places dans des nouvelles prisons. Et le Conseil constitutionnel a, on va dire, sanctuarisé le fait que dans ces prisons, en tout cas, la garde, c'est-à-dire ce qui nous conduit à faire usage de la violence physique légitime hein, de l'État, donc ne pouvait pas être
délégués au privé, donc les personnels de surveillance de la pénitentiaire sont forcément des agents publics, fonctionnaires de l'État, hein, jusqu'à ce jour. Et également, tout ce qui est la tenue, la gestion du dossier pénal, voilà, donc les greffes des établissements pénitentiaires ne peuvent pas être confiées à une entité privée. Et également, la direction d'établissement ne peut pas être confiée à des salariés du privé. Voilà, donc ça reste des fonctionnaires de l'État. C'est un modèle qui perdure puisqu'il a été bon, il a permis la création de 27 prisons quand même entre 88 et 92, hein, donc finalement flambant neuve. Hein, donc c'était une meilleure condition pour les détenus de détention. Ça a été également un accroissement du parc dont on avait besoin puisque assez structurellement le nombre de détenus augmente. Il y a quelques périodes de décrue, hein, mais rares. Hein. Il y en a eu en 2001 avant que ça remonte très fortement à partir de octobre 2001. C'est la campagne présidentielle qui s'est lancée en fait, hein, et on a vu une montée très très nette et ininterrompue qui s'est poursuivie avec peut-être un petit tassement ou un peu de surplace, mais pas vraiment de chute en 2005, 2006, et puis après ça a repris quasiment tout le temps jusqu'au confinement, qui est donc un événement qui a été vécu également au cours des 10 dernières années, qui a plutôt été bien géré d'ailleurs par la pénitentiaire. Le confinement a conduit en fait, à une chute de 12 000 détenus, ce qui est quand même assez considérable, hein, puisqu'à l'époque, il y en avait 70 000 à peu près, et qui se répartissent en fait en 6 000 sorties anticipées, puisque une loi a prévu des conditions de sortie anticipées facilitées, notamment pour tous ceux qui avaient une possibilité d'hébergement à l'extérieur. Et on a été très peu regardant du coup sur un certain nombre d'autres conditions. Et donc ça a permis de faire sortir 6 000 personnes en 3 mois quand même. Et il y a également 6 000 entrées en moins, puisque les gens ne sortaient plus de chez eux et les délinquants non plus. Et du coup, il y avait moins de délinquance de droit commun et de voie publique. Voilà. Alors, on sait que le trafic de stupéfiants, c'est quand même qui a quand même accusé le coup le premier mois du confinement, a quand même réussi à trouver après plein de moyens, le développement de l'Ubershit et tout ça, voilà, pour quand même essayer de rattraper ses parts de marché. Et donc, en fait, le trafic de stupéfiants a été moyennement impacté, en tout cas, a vite retrouvé des couleurs durant le confinement, mais la plupart de la délinquance de type vol ou autre, voilà, a décru, et donc on a estimé qu'il y avait près 6 000 entrées en moins sur ces 3-4 mois de la période. Donc, moins 12 000 finalement. Donc, une période, j'allais dire, presque un bénie ou presque une espèce d'âge d'or inattendu pour la pénitentiaire, puisque c'est une période où nous avons finalement travaillé quasiment à 100% d'occupation, c'est-à-dire dans les conditions normales finalement. Ce que nous n'avons jamais, notamment dans les maisons d'arrêt, le reste du temps, où donc nous travaillons toujours dans un mode qui est dégradé finalement. Ce qui est très frustrant d'une part, puisqu'on a l'impression de ne pas faire du bon travail, nous les personnes pénitentiaires, et puis parce que ça entraîne énormément de problèmes, et notamment des problèmes de violence. Voilà. Et là, c'était une période où il y a eu beaucoup moins de violence à l'intérieur des établissements. Euh, il y avait aussi beaucoup moins d'activités à l'intérieur, donc les surveillants avaient donc moins de monde à s'occuper, et en plus pour leur faire moins de choses, parce que ce sont les mouvements qui en fait occupent beaucoup les surveillants, notamment dans les maisons d'arrêt, où voilà, toute la journée les détenus vont à l'école, voir le médecin, ils vont au parloir, ils vont prendre, j'allais dire faire des activités, on en a parlé récemment de sophrologie, de yoga ou autre. Bon, voilà, enfin, ils s'occupent de diverses manières, ils font du sport, et là, il y en a eu beaucoup moins. Et en fait, les surveillants ont pu passer plus de temps en final, à discuter avec les détenus, ce qui a permis de compenser toute la période où il n'y avait pas de parloir quand même. Ce qui est quand même une situation qui était aussi sans précédent, en fait, dans l'histoire pénitentiaire. Et donc, voilà, ce confinement a été
un moment en test pour l'ensemble de la société et des institutions, mais également pour la pénitentiaire et qu'il a plutôt bien géré. Euh, donc, ce qui m'avait amené à, je ne sais plus vraiment ce qui m'avait amené à faire cette parenthèse, mais donc pour dire que les programmes après de gestion déléguée ont continué avec un programme 4000 donc à la fin des années 90, puis un programme 13200 au milieu des années 2000, où là on est passé de la gestion déléguée à ce qu'on appelle le partenariat public-privé, puisqu'en fait, donc pour 13 prisons, je crois, en fait, l'État n'est plus propriétaire de ses murs, hein. En fait, il fait du leasing, quoi. Donc, il est en location avec option d'achat de ces établissements. Et donc, euh, dans pas très longtemps maintenant, dans 5 ans, je crois, il va devoir choisir s'il garde ou non les établissements, qui sont globalement des établissements qui ont mal vieilli de toute façon. Toutes ces prises neuves depuis la fin des années 80, donc des débuts des années 90, sont, mais comme beaucoup d'établissements, de bâtiments neufs finalement, pas très bien construits, c'est-à-dire qu'on est quand même loin de la qualité des bâtisseurs de nos maisons centrales de Clairvaux, voilà, donc des abbayes qu'on avait avant, ou même des prisons qu'on avait faites pour être vraiment des prisons, comme la maison d'arrêt de la santé, et qui étaient vraiment je vais dire, oui, des chefs-d'œuvre architecturaux avec une qualité de construction qu'en fait, aujourd'hui, on est apparemment incapable de retrouver. Donc, ce sont des établissements qui se détériorent euh, très vite. Donc, aujourd'hui, nous avons un parc pénitentiaire qui est quand même relativement neuf, hein, dans la grande majorité. J'ai plus la proportion de places, mais voilà, sur les 65 000 places qui sont les nôtres, je crois qu'il y en a aujourd'hui plus de 40 000 qui finalement ont moins de 35 ans. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment parler de vétusté, mais ce sont des établissements qui sont surpeuplés, hein, puisque ce sont en grande majorité des maisons d'arrêt. C'est donc une surpopulation endémique et qui pose en fait quasiment tous les problèmes de la pénitentiaire sont dans les maisons d'arrêt et du fait de cette surpopulation. La gestion privée ou semi-privée, elle coûte plus cher, un peu plus cher que la gestion publique, surtout qu'il y a un système de pénalité qui est mis en place, alors un peu dans les deux sens, mais souvent c'est l'État qui les paye, parce qu'en fait, quand on est en surpopulation, eh bien, on paye plus cher le prix de journée, et comme on est toujours en surpopulation, finalement, ça devient rentable pour les établissements privés, cette situation. C'est pourquoi c'est quand même un système qui est un peu pervers de toute façon, hein, je veux dire, de pouvoir l'idée qu'on fasse des affaires sur la criminalité ou sur la pénalité est un peu choquante, en tout cas à mon sens. Et donc cela se confirme puisqu'effectivement, ce sont des affaires rentables avec un taux de rentabilité, la dernière fois que j'en ai entendu parler, à peu près de 4%, mais de façon continue et stable, ce qui n'est pas forcément garanti dans tous les investissements au secteur d'activité, hein, du privé. Alors, qui est aujourd'hui dans les prisons? Ben, des hommes à 96%, voilà. Donc, nous demeurons, comme il y a 10 ans, avec un nombre de femmes qui oscille entre 3 et 5% des détenus. Pourquoi? Alors, voilà, c'est toujours un peu les grandes questions. Oui, les femmes commettent moins d'actes de violence, j'allais dire, banales ou quotidiennes que les hommes. Les femmes sont moins punies que les hommes. Souvent, c'est vrai que alors, certains disent le fait que les juges soient en très grande majorité des femmes joue peut-être. C'est sans doute une variable, mais elle n'est peut-être pas à ce point massive. Souvent, c'est vrai que le fait qu'il y ait des enfants ou autres fait que on condamne plus facilement des femmes à des peines en milieu ouvert que des peines d'emprisonnement. Et donc, elles sont assez peu nombreuses. Ceci dit, elles sont mal loties parce qu'il y a une seule prison pour femmes, en fait, uniquement pour femmes en France, c'est à Rennes. Là aussi, dans un très vieux bâtiment, d'ailleurs, napoléonien, tout ça. Bon,
qui a très bien résisté au temps. Et sinon, les femmes sont dans des quartiers de maisons d'arrêt qui sont essentiellement pour les hommes et, du coup, elles ont accès à moins d'activités que les hommes, puisque la plupart des choses qu'on met en place sont mises quand même en place pour le plus grand nombre de détenus, qui sont les hommes. Et il y a aussi moins de quartiers pour femmes qu'il y a de prisons pour hommes. Et donc, elles sont souvent plus loin des lieux où elles ont été arrêtées où vivent leurs familles. Donc, elles ont des conditions de détention qui sont plus mauvaises. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'égalité pour le coup des sexes devant. Alors, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas devant finalement le juge, puisqu'elles sont moins condamnées, mais il n'y en a pas non plus devant la pénitentiaire, puisqu'elles sont moins bien loties, finalement. Également, les mineurs, en fait, euh, les chiffres sont finalement relativement stables. Il y a actuellement, je crois, à peu près 800 mineurs détenus sur les 80 000 détenus. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un chiffre très élevé, à peu près donc 1% de mineurs. Ça reste quand même un des gros problèmes, un des grands enjeux auxquels la France est confrontée. Hein. C'est une délinquance des mineurs qui s'accroît et en plus d'un point de vue qualitatif, je dirais, est de plus en plus violente et débridée. Voilà, donc beaucoup de solutions on essaie de les trouver avec le système actuel d'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ étant une autre direction du ministère de la Justice, c'est en fait la pénitentiaire des mineurs. Mais quand on dit ça, on est loin d'avoir tout dit parce que c'est pas non plus la même culture professionnelle. Hein. Donc, ces mineurs, ils ne sont pas si nombreux. Hein. Il y a des places dans les établissements pour mineurs, souvent qui sont disponibles. Mais ils nous posent un vrai problème, en effet, c'est effectivement de prise en charge. Et souvent, on est assez inquiet. Donc, ils ont des peines qui sont souvent la moitié de celles prononcées pour les majeurs. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus utilisés par les gros réseaux parce qu'ils savent qu'ils seront moins condamnés. Et, euh, et en fait, on a beaucoup de mal à les faire sortir de soit des logiques dans lesquelles ils sont vraiment entrés et ancrés, qui sont des logiques vraiment de lucre, hein, avec un déficit d'empathie qui est alors assez fréquent finalement, disent les psychologues, dans cette tranche d'âge de l'adolescence. C'est pas la période où on est le plus empathique, mais on a vraiment des gens qui, du coup, du fait des personnes qui fréquentent dans l'organisation de ces réseaux, ont un rapport aux autres et à la vie humaine qui, quand même, nous inquiète dans un grand nombre de cas. Donc, voilà parmi les défis que nous avons à relever, parmi les gens dont nous nous occupons. Donc, moi, j'ai dit, je pense qu'il faudrait vraiment faire quelque chose pour améliorer les conditions de détention des femmes. Il faut mettre vraiment les moyens, mais on n'a pas vraiment trouvé lesquels pour les mineurs. Nous avons également trois autres types de publics, comme on dit entre guillemets, qui nous font problème. Je vais dire presque quatre, puisque on parle beaucoup moins des auteurs d'infractions à caractère sexuel, donc les AICS, c'est même devenu un acronyme chez nous très, très officiel, qui ont été quand même le public dont on s'occupait le plus, en fait, jusqu'à peu près, non, enfin, dans la première décennie 2000. Alors, ils continuent à être nombreux et donc la pénitentiaire les considère toujours comme des gens dont il faut s'occuper absolument, mais les priorités après ont évolué. Parce qu'en cette matière, on est passé aux violences sur les femmes, les violences conjugales, avec une très forte augmentation des condamnations et de l'emprisonnement ferme pour les hommes violents. Beaucoup de choses qui sont mises en place, après des stages de prise de conscience, de responsabilisation, et puis voilà, la participation même du ministère de la Justice aussi au fait d'éloigner les hommes violents, puisque en fait, on était jusqu'à maintenant, quand vraiment on a commencé à prendre vraiment la mesure du problème et que les juridictions ont commencé à s'en occuper, c'est-à-dire à peu près 10 ans en fait, hein, euh, la tendance, c'était effectivement de protéger les femmes et les enfants.
et donc de les éloigner, alors qu'en fait, fondamentalement, ils sont victimes hein, dans 95% des cas ou 90, et on ne voit pas pourquoi effectivement ils seraient contraints à la précarité, pourquoi les enfants devraient faire 10 kilomètres pour aller à l'école parce qu'ils ont été éloignés. Et en fait, c'est donc en fait l'auteur, comme on dit, de violence qui doit bouger et c'est le reste de la famille qui doit rester dans son environnement habituel pour être le moins euh, perturbé possible, voilà, et avoir le moins de préjudice possible. Donc, avec le ministère de la Justice, aussi se mettent en place des systèmes de partenariat, de lieux d'accueil, même de paiement de nuits d'hôtel. Enfin, beaucoup de choses sont mises en place sur le territoire pour que ce soit en fait les hommes violents qui soient éloignés avant qu'on puisse commencer une prise en charge, souvent en milieu ouvert, mais parfois durant l'incarcération, pour ces publics. Et puis, autre public, on va dire les personnes déséquilibrées d'un point de vue psychique, parce que c'est quand même maintenant une bonne 30, à peu près 30% quand même des détenus qui ont des problèmes mentaux, et donc plus ou moins élevés, et dont nous nous occupons. Alors souvent, j'entends dire des surveillants ou beaucoup de gens dans la pénitentiaire, oui, ils ne devraient pas être là, on n'a pas été formé pour ça, on ne sait pas s'occuper d'eux. En fait, comme ça fait quand même maintenant, moi ça fait faire 25 ans que je suis entré dans la pénitentiaire, 25 ans que j'entends ça, je pense qu'on s'est formé à force sur le tas quand même et qu'on commence à savoir un peu s'occuper de ces personnes, même si c'est vrai que nous sommes toujours sur le qui-vive parce qu'elles ont des réactions souvent imprévisibles. Voilà. Nous avons un déficit, bien sûr, de personnels médicaux pour s'en occuper donc dans les prisons. Alors, autre chose que je n'ai pas dite, donc dans les prisons, nous avons deux autres institutions publiques qui sont présentes, mais qui ne sont pas sous hiérarchie pénitentiaire. Dans chaque prison, il y a une école. Hein, donc, l'éducation nationale est présente dans toutes les prisons, avec au moins un enseignant quand c'est une petite prison à temps plein, parfois deux ou trois, selon la taille des prisons, et des enseignants qui arrivent, qui viennent par vacation. Donc, voilà, bon, souvent je disais, bon, Victor Hugo, ce qu'il disait, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Durant les années Sarkozy, bon, on ouvrait des prisons, on fermait des écoles, mais en fait, les seuls endroits où on ouvrait encore des écoles pendant une période, c'était quand même dans les prisons. Donc, c'était en fait, ouvrez une prison, vous ouvrez une école. Donc, c'est retrouvé dans une situation un petit peu paradoxale pendant une période. Bon. Mais donc, dans chaque prison, une école, et dans chaque prison, un hôpital ou un service hospitalier qui dépend en effet du service public de l'hôpital de proximité en général, et où les soignants font ce qu'ils peuvent. Nous avons de plus en plus de mal à les faire venir, enfin les directeurs des hôpitaux et les médecins, la chef des commissions médicales, tout ça, parce que bah, c'est un milieu qui fait peur, et parce que effectivement il y a des besoins partout, donc il n'est pas priorisé. Donc les gens qui viennent sont des gens qui ont quand même on va dire une certaine foi chevillée au corps pour venir s'occuper des malades mentaux en prison. Voilà. Et nous subissons quand même plusieurs choses. Le fait que pendant longtemps, donc, l'abolition du discernement était retenue pour en fait dispenser de peine les fous, entre guillemets, pour les vite, qui avaient commis des crimes. Voilà, c'était pas considéré comme des criminels et donc ils partaient en psychiatrie. Puis nous sommes passés à l'altération du discernement qui fait qu'un certain nombre en fait ont été considérés comme responsables et se sont retrouvés en détention. Et ça fait quand même maintenant 30 ans que ça dure et c'est pour ça que nous en avons de plus en plus. Et puis il y a une politique de fermeture de lits de psychiatrie et qui en fait, il y a plus de fermeture de lits de psychiatrie d'ouverture de places, de création de places de prison. Et donc nous sommes dans cette situation. Nous avons beaucoup de personnes déficients mentales et malades psychiatriques dans nos prisons. Et les deux autres publics sur lesquels voilà, je ferai terminer peut-être parce que je vois que leur tourne, c'est bien sûr ce qu'on appelait les radicalisés, donc notamment les islamistes, hein, évidemment, qui représentent 90%
nos publics radicalisés, puisqu'on peut avoir sporadiquement, par endroits, des personnes d'extrême droite qui, effectivement, ont commis des crimes, ont cherché à commettre des attentats, voilà, et encore moins des personnes d'extrême gauche ou d'ultra gauche, comme on dit parfois maintenant. Voilà, mais ce sont essentiellement les islamistes qui nous posent problème. Donc, au cours des 10 dernières années, nous avons créé des quartiers d'évaluation de la radicalisation, donc comme leur nom l'indique, pour les évaluer. Et puis après, tous ceux d'abord qui étaient là pour infraction terroriste, et puis également d'autres qui avaient commis un certain nombre d'apologies, ce qu'on appelle apologie du terrorisme. Il y a eu une période où il y en avait beaucoup, hein, puisque presque un mot malheureux dit parfois en état d'ébriété pouvait vous conduire en détention pour apologie du terrorisme. Bon, on est revenu à une certaine mesure dans les décisions judiciaires, mais nous en avons quand même un certain nombre, dont certains, en effet, sont inquiétants, puisqu'on sent quand même qu'ils sont radicalisés, comme on dit, et nous avons aussi donc des quartiers de prise en charge de la radicalisation, donc des QPR, et nous nous sommes donc dotés de ces outils. Il y a des équipes pluridisciplinaires. Voilà, donc, depuis une dizaine d'années, nous sommes confrontés à ces publics. Beaucoup sortent parce que en fait, leur détention se termine. Donc, nous en avons maintenant beaucoup qui sont suivis par la pénitentiaire en milieu ouvert. Beaucoup, je dis, il y a à peu près 600 détenus concernés, je crois, et 1000 personnes dehors maintenant. Euh, Nous faisons ce que nous pouvons pour les prendre en charge. Il n'y a eu à ce jour pas de récidive de personnes qui ont été prises en charge par la pénitentiaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Est-ce qu'il faut être fier du travail qu'on a fait? Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce qu'ils attendent l'erreur? Je ne saurais dire. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un échec de la prise en charge de ces personnes. Euh, Ça nous pose d'autres problèmes par ailleurs, parce qu'effectivement, il faut éviter qu'ils fassent trop de prosélytisme. Et puis, nous avons un problème avec les aumôniers musulmans, parce qu'en fait, ils sont peu nombreux à être candidats. Un certain nombre, on n'a pas pu les retenir parce qu'ils étaient. Beaucoup ne parlaient pas français. Et puis, donc, c'est quand même un problème, parce qu'on ne peut rien vérifier, on ne peut même pas tellement échanger avec eux quand ils sortent d'un office ou d'une rencontre avec les détenus. Et puis, voilà, un certain nombre, bon, les services de renseignement nous ont dit qu'ils nous déconseillaient de les recevoir. Donc, nous étions partis pour en recruter plusieurs centaines, hein, en 2015-2016, et en fait, nous en avons finalement guère plus qu'avant la grande période de l'incarcération des détenus pour attentats islamistes, pour actes criminels d'obédience islamiste. Bon. Ça, c'est un aparté, mais ça nous pose quand même une difficulté au quotidien. Et puis maintenant, nous avons les fameux narcotrafiquants, donc criminalité organisée, très bien organisée, très puissante, qui nous pose un nouveau défi sécuritaire, parce que il y a beaucoup de moyens en face. Alors, bon, on a connu des évasions par hélicoptère, on a connu des attaques de Fresnes en 2003 au bazooka. Bon, il y a toujours eu effectivement des criminels qui avaient de gros moyens, mais ils étaient quand même pas très nombreux. Là, quand même, nous avons beaucoup de monde qui sont dans ces gangs en fait de trafiquants, avec beaucoup de moyens potentiels. Ben, on l'a vu, puisque un des faits marquants de la pénitentiaire, évidemment, depuis la dernière fois que je suis venu, c'est qu'il y a eu 2 morts en service, donc au péage sur l'autoroute, donc à Incarville le 14 mai, donc pour l'évasion de Mohamed Amra. Donc vous avez vu qu'il avait été repris il y a une dizaine de jours. Euh, qui pose d'autres questions par ailleurs sur l'articulation qu'on doit avoir avec ce service de renseignement, les informations qui doivent nous être données, puisqu'en fait on n'avait pas mesuré complètement le pédigré de la personne et sa dangerosité. Donc ils ont de gros moyens, ils ont sur une pente, j'allais dire, vraiment sud-américaine, qui est très nette à Marseille. Il n'y a pas tellement de code de l'honneur, hein, c'est-à-dire que voilà, s'il faut tuer, on va tuer sans état d'âme et de sang-froid.
et puis des moyens de corruption importants ou de menaces, c'est-à-dire que effectivement nos personnels sont très exposés à ces deux risques, menaces et corruption. Et puis nous avons le défi des drones qui ont quand même, ils sont quand même maintenant le problème sécuritaire majeur et quotidien de nos prisons. Les survols de drones qui permettent tout en fait, c'est-à-dire qui permettent de filmer qui est en cours de promenade. Voilà, donc on a un doute sur est-ce qu'un détenu est bien dans telle prison, ben oui, on fait survoler les drones, on regarde et on reconnaît. Si on demande à quelqu'un d'aller régler son compte à un autre, par exemple dans une cour de promenade, ben, évidemment, on peut en avoir la preuve parce que le drone filme ce qui se passe dans la cour de promenade, donc on voit si la mission est accomplie. Et puis, nous pouvons avoir des dépôts de tout et n'importe quoi à tout moment qui sont largués sur les cours de promenade, ou également de façon nocturne, on voit des arrivées de drones qui s'approchent et qui font de la livraison à domicile dans les cellules. Voilà, où malgré le barodage qu'on a mis, parfois malgré le caillebotis qu'on a mis, on arrive quand même à glisser un peu une partie de main et hop, on récupère une partie de la marchandise que le drone fait descendre. Donc beaucoup de stupéfiants et souvent de plus en plus des mini portables très impressionnants. Voilà, on ignorait quasiment l'existence et qui permettent la gestion de tout, tous les réseaux de l'intérieur des établissements. Donc nous avons, et c'est très coûteux, donc déjà nous avions mis pendant un temps, bien sûr, les brouilleurs de téléphone portable qui nous posaient le problème, qui nous brouillaient les nôtres aussi, évidemment, à l'intérieur. Et maintenant, les brouilleurs de drones, qui sont relativement efficaces mais très coûteux, donc on ne met pas sur tous les établissements et qui apparemment sont il y a une guerre technologique qui font que nous avons maintenant des drones équipés d'antibrouilleurs, des drones 4G qui sont plus forts que nos drones à je ne sais plus quelle fréquence. Et donc, c'est quotidiennement que nous sommes confrontés à à ce risque. Voilà. Bon, il y aurait d'autres, bien sûr, bien d'autres choses à dire, mais en tout cas, euh, c'est peut-être, je termine justement par les enjeux les plus actuels, peut-être ceux qui vous posent le plus de questions. Donc, voilà, le défi de la surpopulation avec donc quel type de régulation carcérale on peut mettre en place et donc avec quels instruments juridiques et législatifs aussi. Hein, donc, et souvent, alors je le dis, on a en fait, c'est souvent des travaux transpartisans par des élus qui sont très concernés pour diverses raisons. Hein. Voilà, soit ils se sont pris de passion pour la question, soit ils ont eu des proches qui ont été incarcérés, ça les a marqués, donc ils sont intéressés à cette institution. Mais souvent, nous avançons quand même par des travaux transpartisans, comme la loi Taubira, qui en fait a été très travaillée par Dominique Rimbourg, député PS de Loire-Atlantique, et Jean-René Le Serre, qui était président LR, qui l'a quitté ensuite du département du Nord, hein, donc deux élus très très impliqués. Et là, sur la régulation carcérale, qui est comment fait-on dans les maisons d'arrêt sans mettre franchement un numerus clausus, voilà, comment peut-on jouer sur les entrées et les sorties, qui ont fait sortir en premier, qui ont fait moins rentrer, qui ont fait attendre, voilà. Donc des travaux qui sont menés notamment par la députée Renaissance Caroline Abadi et la députée communiste Elsa Faucillon, qui sont donc très impliqués, qui ont fait une proposition de loi du coup bipartisane, enfin en tout cas à l'origine, et après d'autres les ont rejoints. Et donc souvent les choses se passent comme ça en matière pénitentiaire, avec par des élus impliqués et qui sortent de leur groupe parlementaire ou de leur parti pour travailler, j'allais dire, vraiment dans un esprit plus de bien commun. À peu près ce que je peux vous dire. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel. C'était un exposé très complet. Si tu le veux bien, tu vas peut-être répondre à quelques questions de ceux qui t'ont écouté. Je vous en prie, les uns les autres. J'en aurais peut-être une. Puis je te Oui, laisse la place. J'en aurais deux. Guillaume.
Enfin, j'ai appris plein de trucs, c'est passionnant. Prenons je vais revenir sur la fin de votre exposé, sur la radicalisation. D'ailleurs, vous l'avez esquissé avec le prosélytisme que certains peuvent pratiquer. Alors, on pense à la radicalisation islamique, mais bon, je pense que toute radicalisation politique doit avoir lieu en prison. Je suis pas sûr que... Et c'est juste que la radicalisation islamique est peut-être la plus impressionnante. Comment on fait justement pour lutter spécifiquement enfin, contre contre ce problème qu'est la radicalisation, parce que effectivement, vous l'avez expliqué, il y a différentes formes de prison, hormis les quartiers de haute sécurité où de toute façon ils ne croisent personne, donc c'est difficile de radicaliser qui que ce soit, hormis les murs, mais dès l'instant que vous croisez des potentiels copénitentiaires et co-détenus, vous êtes de fait amené à pouvoir discuter avec. Comment on fait pour limiter ce, ce problème? Eh bien, en fait, il n'y a pas de recette totalement efficace. Nous avons regroupé, mais alors par petit nombre, hein, parce que les QPR là, et les QR dont j'ai parlé, c'est une vingtaine de détenus hein, dans 6 et 8 prisons, il me semble. C'est par session qui peuvent être renouvelées de 3 mois, durant lesquels, effectivement, nous les recevons et nous tentons de nouer le dialogue. Voilà. Alors, ils rencontrent en effet des aumôniers, ils rencontrent également nos personnels d'insertion et de probation, mais qui ont une formation un peu spécifique. Les personnels de surveillance sont des personnels volontaires et qu'on a aussi formés. Et oui, donc il y a des psychologues et il y a d'autres intervenants éventuels que l'on peut trouver, dont on pense qu'il y a un intérêt. Des médiateurs du fait religieux également, Oui. que l'on fait venir, donc souvent des universitaires en fait, hein. Voilà, mais qui savent quand même de quoi ils parlent. On les a rencontrés avant, on les a lus, on les a évalués, voilà. On essaye par un travail quotidien de bon, puis également, après, l'enjeu qui se retrouve pour eux, quand même, d'essayer au moins d'avoir plus de relations avec leurs proches. Et c'est vrai que tant qu'ils sont dans ce régime, ils ont un accès plus limité au parloir, au contact qu'ils peuvent avoir avec euh, leurs proches. Donc, il y a un moment où on peut aussi jouer sur cette corde. Il y a eu plusieurs méthodes, soit successives, soit un peu en même temps. D'ailleurs, on a souvent, au départ, on jouait un peu sur des choses finalement très. C'était un peu de psychologie ou autre, essayer de faire renaître une empathie. Voilà, c'était quelque chose, une intervenante avec laquelle on travaillait beaucoup il y a une dizaine d'années, mais beaucoup moins aujourd'hui, qui s'appelait Dounia Bouzard, qui travaillait sur vraiment sur l'affect, sur les souvenirs d'enfance, sur un certain nombre de choses pour repérer le moment où il y a eu finalement la radicalisation, le décrochage, et essayer de les faire revenir dans ce qui aurait pu être un peu leur chemin normal. Et sinon, ben, nous avons des gens euh, soit qui se prennent à la discussion et au débat. Nous avons aussi des gens qui sont très fermés, mais qui finissent par entendre à force tout ce que l'on a à leur dire sur en quoi notre euh, système finalement permet largement la pratique de l'islam à la seule interdiction de commettre des violences sur des tiers pour les convertir. Bon, il y a des idées qui font un peu leur chemin tout de même. Et, euh, et puis certains se rendent compte en discutant avec des médiateurs du fait religieux ou certains aumôniers que finalement leur connaissance de l'islam n'est pas si exhaustive que cela et quand même plus soumise à la discussion que l'islam. Voilà, ce n'est pas aussi monolithique que le courant ou le groupe qu'ils ont rencontré leur fait croire. Voilà. Donc, c'est un travail de plus ou moins longue haleine
Notre objectif n'étant pas de les faire abjurer leur religion, hein, évidemment, simplement qu'ils puissent avoir une pratique de leur religion qui soit, on va dire, quiétiste, comme on dit, voilà, et non plus dans une conception djihadiste, évangélisatrice violente. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Si on obtient ça, pour nous, on estime qu'on a réussi. Voilà. Après, les faire adhérer aux valeurs de la République, c'est comme une autre paire de manches. Mm. Henri, vas-y, puis il y a peut-être d'autres Oui, questions. Alors, moi, j'avais deux petites questions. Est-ce que vous avez des statistiques ou au moins un ordre de grandeur sur l'évolution au cours on va dire des dernières décennies du nombre d'évasions ou tentatives d'évasion d'une part et des atteintes contre les personnels pénitentiaires? Alors, les statistiques, je ne les ai pas précisément. Alors, contre les personnels pénitentiaires, donc là, 2 morts en 2024. Ça s'était quand même pas vu depuis 1992 en service même, voilà, où il y a eu 2 morts également. Après, nous avons pu avoir, euh, j'allais dire plutôt des morts sur un peu des opérations, enfin sur accidents, sur opérations extérieures ou autres, mais pas en tout cas sur des en lien direct avec les détenus, des personnes tuées par les détenus. En revanche, les agressions de personnel sont assez nombreuses, plutôt en hausse. Voilà. Avec une population pénale, comme on dit, nous, on les appelle une population carcérale des détenus qui sont quand même euh, structurellement plus violents. Voilà. Donc oui, là, il y a une augmentation des agressions. Je ne pourrais plus vous dire exactement, mais on est à, je sais pas, oui, sur toute la France, il doit y avoir une dizaine d'agressions par jour. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose comme dans 4000 et quelques agressions de mémoire sur les personnels par an. Voilà. En France, c'est moins nombreux que les agressions entre détenus, hein, ou les violences entre détenus sont également très nombreuses, sont un véritable défi pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il a été lancé en 2023 un plan national de lutte contre les violences en détention, enfin en prison, donc on a, même dans toute la pénitentiaire, parce que les milieux ouverts étaient concernés, donc d'abord pour rendre moins violents les gens dont on s'occupe, et puis on en avait profité aussi pour essayer de voir comment l'institution, qui a une violence symbolique forte évidemment, mais c'est aussi son rôle, voilà, pouvait, j'allais dire, adoucir, euphémiser un peu cette violence. Et puis, on en a profité pour faire également toute une politique interne de ressources humaines et de management pour voilà, lutter contre ce qu'on pouvait appeler les situations de management, j'allais dire abusif, pervers, également éventuellement les relations collégiales un peu difficiles. Et si possible, ce serait bien aussi, puisque ça c'est une autre spécificité de la pénitentiaire, peut-être des relations sociales également moins rugueuses, on va dire, puisqu'en effet, quand le personnel pénitentiaire dépourvu du droit de grève se met en mouvement, ça prend toujours une tournure très, très conflictuelle envers l'institution, envers les cadres, la direction. Il y a c'est des blocages d'établissements, des situations qu'on peut estimer un peu comme irresponsables, qui mettent en danger, y compris les personnes détenues à l'intérieur. Quand on bloque, c'est rare l'accès aux médicaments, mais également éventuellement les livraisons de denrées alimentaires. Voilà, donc bon, certes, on a des stocks, mais pas d'une semaine, hein. Voilà, qu'il y a le folklore des feux de palettes et de pneus devant les établissements. Bon, voilà, donc ce plan violence, il essaye de tout recouvrir, mais oui, la violence qui augmente dans la société, elle se répercute évidemment à l'intérieur de nos prisons, puisque ce sont les gens les plus propices à cela qui s'y retrouvent. La question des évasions, alors la France est un pays où on s'évade peu. Euh, je ne sais pas combien il y a d'évasions par an. Alors surtout les évasions vraiment depuis la prison et qu'on appelle même par bris de prison.
Ça, c'est une quinzaine, peut-être une quinzaine par an. Et sur 80 000 détenus quand même, hein, et 180 et quelques établissements, c'est quand même très faible et c'est souvent oui, ça peut être de l'évasion un peu astucieuse, par camion de livraison, tout ça. Bon. Et encore, quand je dis 15, je pense que je suis assez haut. Voilà. La plupart des évasions, elles sont éventuellement en extraction judiciaire ou médicale. Bon, même là, c'est pas si courant. Sinon, ce sont les non-retours de permission de sortir, en fait. Voilà. Mais là aussi, ça reste quand même très, très faible. On en parle malheureusement quand un évadé en permission de sortir commet un crime ou un délit à l'extérieur. Bon, là, il y a un emballement médiatique, il faut qu'on se rejustifie de tous les avis qu'on a donnés, pourquoi cette décision a été prise. Et en fait, ce sont des périodes, j'en ai connu, hein, voilà, où il faut qu'on aille. Je m'avais même fait un plateau sur BFM, je me souviens aussi, pour m'exprimer sur la question à titre syndical, pour expliquer que c'est quand même moins de 1% les permissions de sortir qui tournent mal, on va dire, moins de 1%, et que donc on ne peut pas remettre en question une formule qui fonctionne massivement pour un drame, oui, mais c'est indéniable qu'il y a des victimes, hein, mais qu'on ne peut pas raisonner voilà, de cette manière pour une politique publique. Merci. Autre question. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que vous avez des chiffres concernant l'évolution du coup du nombre de mineurs prévenus en détention et celui des mineurs non accompagnés? Alors, je n'ai pas les chiffres pour éventuellement les transmettre voilà, par courriel et ça peut être envoyé par Bertrand aux personnes qui sont là ce Oui, soir. Mais non, je ne les ai pas. Et oui, il y a toujours un peu plus de mineurs non accompagnés, mais je ne pourrais pas vous dire la proportion parmi les 750 détenus mineurs que nous avons aujourd'hui. de toute façon, nous reprendrons cet entretien dans Royaliste comme la dernière fois, donc tu pourras compléter quelques chiffres. J'étais en train de regarder justement ce que tu disais il y a 10 ans sur les agressions de personnel pénitentiaire, c'était le même chiffre hein, annuel, c'est-à-dire 4000. Bon. Donc, je vais moins dire que ça a augmenté, je vais dire que ça n'a pas décru. Voilà, ça n'a pas d'écran. Et tu ne donnais pas le chiffre de violence entre les détenus. Mais voilà. Non, je voulais te poser une question concernant les partis politiques. Est-ce qu'il y a, disons, au Rassemblement national d'un côté et à la France insoumise de l'autre, des propositions radicales dans un sens ou dans l'autre quant à la politique pénitentiaire, au-delà des formulations démagogiques habituelles? Alors, pas tellement que je sache, mais ça peut venir du fait que je ne suis pas allé voir moi de très près. Pas suffisamment près, hein, c'est pas que c'est un tort. Le Rassemblement national, alors il se trouve qu'il y a plusieurs communes sur lesquelles ce sont des prisons qui sont maintenant administrées par le RN, notamment Avignon, le Pontet, voilà. Euh, les propositions sont en général, ça me revient pour le Rassemblement national, il trouve que les conditions d'accès à la libération conditionnelle sont trop souples, voilà, que les réductions de peine sont trop importantes, hein, puisque c'est vrai qu'on est sur un quantum qui peut atteindre quand même 6 mois par an, hein, donc sur une peine prononcée, donc une érosion de la peine qui, c'est vrai, est quand même importante. On est surtout là-dessus et parfois, effectivement, on estime qu'ils n'ont pas à avoir toutes ces activités que beaucoup de Français n'ont pas, auxquelles ils n'ont pas accès, voilà, à l'intérieur, activités culturelles, spectacles ou autres. Bon. Euh, et donc, les conditions de détention sont considérées en général, euh, pas tellement sur la surpopulation qui est quand même, j'allais dire, fait un objet unanime de dénonciation, de condamnation ou de regret, voilà. Mais
C'est là qu'on peut avoir des nuances, justement. C'est pour le RN, il n'y aura toujours pas cette place de prison. Plutôt le côté à gauche et la France insoumise, il y aura toujours trop de détenus qui, en fait, n'ont rien à faire en détention. Voilà, parce qu'ils sont là pour des infractions à la législation sur les étrangers qui ne devraient pas être criminalisés ou pénalisés, parce qu'il y a des gens qui sont là pour des troubles mentaux, donc ils devraient être soignés dans des établissements pour soins. Euh, bon, voilà, en gros, les différences, elles vont être là sur la manière de lutter contre la surpopulation carcérale, avec derrière des enjeux quand même budgétaires importants, puisque effectivement, une place de prison, enfin, un détenu coûte, il me semble aujourd'hui, mais je pourrais le revérifier pour que ce soit à jour, dans les 120 euros par jour à la société. En semi-liberté, on tombe déjà à 35 euros. Avec un bracelet électronique, on est sur du 20 euros. Hein, vous voyez. Donc, bon, c'est vrai que l'idée, c'est, vous voyez, plus les gens sont finalement exécutent des peines à l'extérieur, moins ça coûte. Donc, désengorgeons les prisons aussi pour que ça nous coûte moins cher. Oui, parce que également, parmi les grandes évolutions, c'est quand même le développement important de la surveillance électronique. Donc, les bracelets électroniques, puisqu'il y a aujourd'hui 16 000 personnes sous bracelet en France. Euh, alors après, dans les critiques dont je parlais aussi un petit peu au début des politiques pénales, mais qui sont parfois faites de façon très sérieuse à partir de chiffres et de statistiques et d'études, hein, euh, en fait, le bracelet électronique n'a pas servi à ne pas mettre en prison des gens qui sinon y seraient allés. Elle a surtout servi à finalement mettre sous écrou et mettre en prison à domicile des gens qui autrefois auraient été peut-être simplement en sursis avec mise à l'épreuve ou en libération sous contrainte, enfin des choses moins prégnantes sur leur corps, on va dire, puisque on a une augmentation considérable des détenus qui est parallèle à l'augmentation des gens qui sont sous bracelet. Donc effectivement, on ne peut pas dire que l'un a permis, enfin, que plus de bracelets, ça a permis de moins incarcérer. Bon, c'est aussi une réalité, c'est une montée en fait, toute la pénalité, c'est-à-dire que les prisons sont de plus en plus remplies, parce que là, vraiment, on n'en a jamais eu autant, hein, 80 000 quand même, hein, sur je crois, 65 000 places. Et on n'a jamais eu autant de gens sous bracelet, et on n'a jamais eu non plus autant de gens qui sont sur des peines plus légères à l'extérieur. Voilà, je parlais des sursis probatoires, des libérations conditionnelles, travail d'intérêt général. Donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont condamnés et qui sont gérés par la pénitentiaire, enfin administrés par la pénitentiaire dedans ou dehors. Alors, il y a 10 ans, tu évoquais la loi Dati, Rachida Dati, bien sûr, de 2009, qui avait prévu un encellulement individuel de plein droit à partir de novembre 2014. Et tu expliquais que euh, peu avant l'échéance, on s'était aperçu que ce n'était pas possible. Donc, on a complètement abandonné cette loi, ou pas. Bah oui, on l'a abandonnée, mais sans le dire très clairement, évidemment. Elle n'est pas du tout respectée. Voilà. Si vous voulez la respecter, soit il faut faire effectivement une politique très France insoumise, on sort les gens en masse, voilà, et également on décriminalise un certain nombre d'actes, voilà, qui fait que des infractions qui avant étaient passibles de l'emprisonnement ne le sont plus, hein, parce qu'on peut aussi jouer là-dessus, voilà. Soit on construit beaucoup de prisons, mais au rythme auquel ça s'est fait depuis 10 ans, en fait, il faudrait livrer deux nouvelles prisons de 600 places par an, quasiment, ce qui est un effort budgétaire important, outre le fait qu'il faut trouver des terrains, donc il faut les construire, donc il faut faire les appels d'offres auprès des grandes entreprises qui vont le faire. Et puis après, il faut quand même des gens qui travaillent dedans pour s'occuper des détenus. Et en fait, nous recrutons, parce que nous avons de plus en plus de gens, hein, voilà, par rapport à l'époque où je suis rentré, on était, je crois, 26 000. Là, maintenant, nous sommes 44 000. Donc, en 25 ans, c'est considérable comme accroissement. Mais nous avons des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que nous n'avons pas à pourvoir toutes les places que nous proposons au concours, malgré des changements importants, puisque
d'un point de vue statutaire, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais quand même, euh, les personnels pénitentiaires sont mieux rémunérés qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Il y a eu des améliorations statutaires dans tous les corps. Voilà, les corps sont passés en catégorie A, ils étaient en B. Les surveillants sont passés en catégorie B, ils étaient en catégorie C. Euh, des choses assez discutables. Après, pour des raisons aussi en montée de grade, on est arrivé à des situations un peu compliquées dans les établissements, mais surtout en ce qui concerne les surveillants, donc le corps majoritaire de la pénitentiaire, qu'on a passé en catégorie B. Ça veut dire qu'il fallait donc maintenant être titulaire du bac, il le faut donc depuis 2 ans, pour pouvoir passer ce concours. Ça a eu pour effet quand même de limiter, de tarir un peu le vivier, comme on dit en termes de GRH. Voilà. Donc il y a moins de gens qui pouvaient passer le concours. Voilà. Parce qu'avant, c'était ouvert à toute personne qui avait simplement le brevet des collèges, en fait. Donc moins de gens qui, éventuellement, de toute façon, avec le bac, se tourneraient sans doute vers d'autres métiers, moins difficiles, moins dangereux. Et donc, on est passé à côté d'une réflexion peut-être encore plus coûteuse, hein, sans doute, de qu'est-ce que c'est que le métier de surveillant. Alors, des choses ont avancé, même avec les syndicats sur le surveillant acteur, tout ça. La pénitentiaire progresse, hein, pas toujours très vite, mais en tout cas en continu, de façon plutôt positive, je trouve, à l'intérieur, mais on est toujours en retard, notamment à cause de la surpopulation et de toutes les nouvelles lois qui nous demandent d'être de plus en plus qualitatifs dans la prise en charge des gens en plus. Euh, mais donc, ce passage en catégorie B fait qu'on a moins de gens qui candidatent et en fait, il faudra revoir le métier. Il faut revoir les cycles de travail. Il faut également peut-être qu'il y ait 2 agents aux étages, voilà, surtout dans des endroits où il y a 150 détenus à l'étage. Il y aura peut-être comme ça aussi moins d'absentéisme, parce qu'on est quand même sur un absentéisme, un taux d'absentéisme de quasiment de 12-15% chez les surveillants hein, en permanence. Voilà, c'est quand même énorme. Voilà, donc un travail plus en binôme, plus collectif, qui paraît plus sécure, qui est meilleur aussi, moi je trouve, en termes on se voit travailler, donc ça évite aussi les menaces et la corruption. D'ailleurs, je pense, plus on a de personnes à l'intérieur de ce qu'on appelle la détention. Et donc, je pense qu'il faudrait beaucoup travailler là-dessus pour qu'on arrive à, à recruter suffisamment de gens et puis des gens qui font l'affaire. Hein. Parce que souvent, justement, on s'est trouvé confronté dans les jurys. Moi, j'en ai fait le dernier, c'était il y a 4 ans, où on a des gens, en fait, on sent que enfin, ce ne sont pas des gens qu'on a envie d'avoir dans les établissements comme surveillants. Parce qu'ils n'ont pas le caractère, parce qu'ils ne nous inspirent pas forcément confiance en termes de valeur morale, entre guillemets. Parce que voilà, donc on a quand même ce problème aujourd'hui de recrutement dans la pénitentiaire qui se pose pas seulement chez nous, mais quand même avec acuité chez nous, parce que le métier est quand même difficile, dans un milieu quand même à part. Bon, ça peut se comprendre. Alors, voilà. Moi, à titre syndical, en tout cas, je peux dire que je pense qu'on a traité vraiment que la moitié du problème, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aura peut-être une dernière du coup. Oui. Sur les mineurs, euh, du coup, ils sont. Alors, alors, ils se retrouvent dans des prisons particulières ou dans des quartiers particuliers. Oui. Mais est-ce qu'ils sont gérés, cela dit, de la même manière, ceux qui sont dans la pénitentiaire, pas ceux qui sont du coup dans l'autre truc dont vous avez parlé avant, est-ce qu'ils sont gérés par des surveillants pénitentiaires normaux? C'est le même système de régime qu'un détenu majeur à côté de ça. Alors, c'est le même système, avec quand même un système de sanctions disciplinaires qui est là aussi divisé par deux, hein, quand ils passent en commission de discipline. Ils sont euh, effectivement, il y a les quartiers pour mineurs dans les prisons, entre guillemets, normales, notamment les maisons d'arrêt. Il n'y en a pas partout. Hein. Et puis, il y a 6 établissements pénitentiaires pour mineurs, donc ce sont des établissements entièrement dédiés.
Donc, ils sont pas dans la même enceinte que des majeurs, c'est vraiment des établissements autonomes, avec leur propre organisation et leur propre direction. Voilà. Établissements qui ont été créés par Rachida Dati, justement, dont on parlait, euh, où beaucoup de moyens ont été mis, justement, pour les occuper, parce que c'était 60, en fait, des établissements pour 60 mineurs, avec un taux d'encadrement très élevé de surveillants pénitentiaires, de gens de l'éducation nationale et d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. D'ailleurs, trop, puisque en fait, il a fallu que l'on revienne un peu sur le programme, parce qu'en fait, ils étaient épuisés déjà pour des jeunes qui ont du mal à se concentrer, qui étaient quand même en rupture scolaire pour la plupart. Le programme était trop ambitieux, donc il a fallu, au bout d'un an ou deux, qu'on le réorganise, voilà. Euh, oui, donc partout, ils ont un référent surveillant pénitentiaire, qui ne sont que des gens qu'on a recrutés sur profil et volontariat. Profil quand le volontariat il est pas et qu'on a quand même besoin et que les gens sont pas si volontaires que ça, mais on en a, on se dit que quand même, on les voit travailler, et on va essayer de les motiver pour que voilà, ils aient la fibre, voilà. Bon, qu'ils arrivent à travailler avec les mineurs, et puis donc un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, et donc ils ont ces référents en binôme, donc chacun de ces mineurs, et évidemment ils ont la scolarité qui est obligatoire. Et ils ont beaucoup d'activités, hein, le plus possible qu'on peut mettre en place pour eux. Très bien. D'accord. Il y avait une question question Alors qui non, est apparue, non? c'est pas vraiment une question, c'est plutôt Yves qui faisait remarquer que pour la radicaliser, on parvient à reprendre assez pour qu'il renonce à la violence. On parle de désengagement plutôt que de déradicalisation. Voilà, c'était plus un C'est vrai, petit point. Voilà. c'est vrai. Ouais, c'est une remarque juste. Merci. Très bien. Ben, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Jean-Michel pour son exposé et pour ses Merci réponses, beaucoup. naturellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.